Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour poursuivre la série sur les personnages intérieurs avec aujourd'hui le personnage de l'avare qu'on peut aussi appeler personnage de l'hyper-rationnel ou investigateur ou explorateur, observateur. Alors, comme d'habitude, première partie, à quoi ressemble ce personnage. Deuxième partie, comment ce personnage se construit et se maintient dans le temps. Troisième partie, quelles sont les perspectives d'évolution. Et quatrième partie, les conseils. Donc je vais commencer par vous présenter ce personnage de l'hyper-rationnel, à quoi il ressemble. Alors, premièrement, ce personnage, c'est un personnage qui nous pousse à vouloir tout comprendre. Donc, il nous conduit à chercher forcément la connaissance, à chercher même l'omniscience, à chercher à tout analyser. Il nous pousse aussi à vouloir débattre, à vouloir souvent avoir raison, à nous montrer sceptiques, voire cyniques, souvent têtus également. Et à être dans l'observation, l'analyse vraiment plutôt que l'action et la participation. Ensuite, ce personnage, il nous conduit vraiment à avoir un rapport avec nos émotions qui est particulier puisque on n'est pas dans le déni de nos émotions, mais on est dans l'analyse. On essaie de vivre nos émotions avec la tête et on oublie que les émotions sont dans le corps. Et donc, il y a vraiment une forme de contrôle émotionnel puisqu'on n'est pas vraiment en train de vivre les émotions, on est en train d'essayer de les comprendre, de les mentaliser, de les expliquer. Et on va faire la même chose avec les émotions des autres. Donc ça va créer une forme de distance émotionnelle avec l'autre, on va avoir du mal à vraiment connecter avec l'autre. Donc il y a cette forme de contrôle émotionnel qui est très importante chez ce personnage-là. Alors pour ce personnage, ça peut être considéré comme une forme de détachement spirituel des émotions, mais en réalité ça n'est pas du détachement ou ce qu'on appelle dans le bouddhisme le non-attachement. On n'est pas du tout là-dedans, on est en fait dans une fermeture aux émotions, un refus de vivre, de ressentir les émotions parce que ça fait peur, parce que c'est envahissant. Ensuite, un autre aspect de ce personnage, c'est que il a du mal à s'ouvrir aux autres. Donc il va démontrer une certaine froideur, il va essayer de ne dépendre de personne, il va avoir tendance à rester en retrait, à rester silencieux. Et il va également faire de la rétention d'informations, de la rétention de son temps, de ses objets, de toutes ses ressources. Ce personnage, il nous conduit vraiment à avoir du mal à donner, à être avare de soi en quelque sorte, parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on a peur de dépendre des autres aussi. Et pour terminer, une autre caractéristique majeure de ce personnage qui va dans la même veine, c'est de compartimenter les relations, de compartimenter nos engagements. Tous les aspects de la vie sont mis dans des petites cases pour être sûr de bien pouvoir tout contrôler et tout maîtriser. Donc maintenant qu'on a vu un peu les comportements d'auto-sabotage que nous pousse à adopter le personnage de l'hyper-rationnel, quels sont les impacts sur nos vies quand on est sous son emprise? Alors sur le plan déjà émotionnel, souvent on ressent de la frustration, on a l'impression que le reste du monde est beaucoup trop dans l'émotion, n'est pas rationnel, donc ça peut être frustrant, ça peut être même agaçant. On va aussi être soucieux de préserver son temps, son énergie, ses ressources contre l'envahissement. On a des peurs quand même, et ces peurs elles peuvent même se manifester sous la forme de phobie. On va aussi se sentir souvent incompris, incomprise, seul, en décalage. Et sur le plan de la santé mentale, il va y avoir souvent de l'agitation, des insomnies, de l'anxiété, voire de l'hyperactivité. Ensuite, dans la vie quotidienne, quand on est sous l'emprise de ce personnage,
on peut avoir tendance à manquer de sens pratique et même à négliger totalement les aspects matériels de la vie. Donc ça peut être le corps, ça peut être aussi tout simplement notre situation financière. Et aussi l'aspect temporel, on peut très vite perdre la notion du temps tellement on est focalisé euh, sur une recherche intellectuelle, une acquisition de connaissances, sur le savoir de façon générale. Et enfin, sur le plan relationnel, alors c'est assez compliqué, hein. C'est l'un des personnages qui nous conduit le plus à vivre de façon solitaire, on va dire. Déjà, ce personnage, il nous conduit à être dans la réserve, à être dans la froideur et à nous préserver des autres, à craindre d'être envahi. Et en plus, ce personnage peut faire fuir les autres parce qu'on va passer pour quelqu'un qui a une certaine arrogance, qui peut sembler provocateur et sembler avoir envie de pousser l'autre à bout alors que c'est juste une question de démarche intellectuelle pour lui ou elle. Ce personnage il peut aussi souvent nous conduire à vivre des relations assez superficielles finalement et avoir très peur de s'engager. On va avoir des difficultés à gérer tout ce qui est conflictuel dans la relation. On va avoir du mal à gérer les expressions émotionnelles qui viennent des autres. On va aussi avoir tendance à se sentir facilement rejeté, donc on va encore plus s'isoler. Et puis on peut aussi avoir tellement peur que nos limites ne soient pas respectées sans pour autant savoir l'exprimer, qu'on va devenir agressif ou agressive. Maintenant, comment ça se fait en fait, comment ce personnage s'installe en nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, souvent, le personnage de l'hyperrationnel, il s'installe chez les enfants qui soit ont connu vraiment un vide affectif très fort ou au contraire qui se sont sentis très envahis par un environnement plutôt intrusif. Il y a les deux aspects et qui peuvent d'ailleurs cohabiter, hein, on peut avoir vécu les deux. Donc le mécanisme de défense chez cet enfant qui s'installe, c'est vraiment à la fois éviter l'envahissement et éviter le vide intérieur. Et donc pour cela, le personnage va s'installer et il va nous pousser à mettre de la distance avec les autres et aussi à rechercher, à accumuler la connaissance. En fait, c'est comme si on se réfugiait dans son monde intérieur finalement. Et comme si on allait combler le vide par des connaissances et en même temps ces connaissances elles peuvent aussi nous servir à nous prémunir contre les effets de surprise et justement ce risque d'envahissement. Donc il y a un double mouvement comme ça et tout ça va passer vraiment par de la rationalisation et une coupure par rapport aux affects. Alors, au niveau des croyances, souvent il y a quand même une certaine fierté chez les personnes qui sont sous l'emprise de ce personnage de l'hyper-rationnel. Souvent, ces personnes vont croire que les émotions sont des distractions et que si les gens n'étaient pas si irrationnels, le monde irait mieux. Il peut y avoir des croyances aussi sur les besoins, les émotions des autres qui rentrent en conflit avec les projets, avec la réalisation des projets. On peut se dire qu'on doit absolument se préserver des intrusions. On peut se dire aussi que ce qui a le plus de valeur, c'est la connaissance et que notre propre valeur, elle repose justement sur notre savoir, sur nos connaissances. On peut aussi penser que le pire dans la vie c'est le vide intérieur et que vraiment le meilleur moyen de combler ce vide c'est d'acquérir des connaissances. Et il peut aussi y avoir cette croyance que je dois me contenter de peu pour éviter de souffrir. Et là on en arrive justement à cette forme de détachement aussi par rapport à tout ce qui est objet extérieur, mais pas seulement relation.
pas seulement relations humaines, hein, mais relations avec les objets et le monde extérieur de façon générale. Et puis, quand ce personnage est poussé un petit peu dans ses retranchements, les justifications qui vont venir, c'est de se dire que de toute façon, ce qui prime, c'est la raison, et que la raison, elle doit être en quelque sorte mise à l'abri des émotions et mise à l'abri des besoins pour que les choses soient faites, tout simplement. Maintenant, au niveau des perspectives d'évolution. Alors, bien sûr, on peut commencer progressivement à emprunter les forces qui se cachent derrière ce personnage de l'hyper-rationnel. Il y a la capacité à analyser objectivement les choses. Il peut y avoir aussi une grande concentration. Souvent, c'est surtout sur certains champs de connaissances qu'il y a cette capacité à se concentrer fortement et pas dans tous les aspects de la vie, mais c'est une capacité qu'on retrouve souvent chez les personnes qui sont sous l'emprise de ce personnage. On a un grand sens de l'observation, une capacité à devenir un expert ou une experte de son domaine de connaissances, une grande curiosité intellectuelle, une indépendance, une discrétion aussi, et puis une capacité à gérer les crises puisqu'on n'est pas perturbé par ces émotions, donc on va plus facilement gérer froidement, je dirais, les situations de crise. Et ensuite, quand on retrouve notre essence, tout ce qui peut s'apparenter à de la froideur va se transformer et on va être capable d'exprimer nos émotions, notre affection, de poser des limites clairement, tout ça dans une grande simplicité. On va aussi arrêter d'être inflexible et de vouloir avoir raison, et on va au contraire développer de l'empathie, de la compréhension pour les points de vue des autres. Et puis tout ce qui ressemble à de l'avarice, avarice de notre temps, de notre savoir, de notre énergie, etc., va se transformer en un détachement qui va nous permettre de donner librement sans avoir peur sans cesse de manquer. Donc on va être vraiment beaucoup plus apaisé. Maintenant, quels sont les conseils? Alors, conseils pour vous-même si vous vous sentez concerné par ce personnage de l'hyper-rationnel d'abord. Premier conseil que je donne systématiquement, c'est à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes pris dans le mécanisme, les croyances, l'auto-sabotage de ce personnage de l'hyper-rationnel, c'est de revenir ici et maintenant. Alors je vous conseille spécifiquement pour ce personnage-là de revenir au corps, parce que ce personnage, il conduit vraiment davantage que les autres, je dirais, à se couper des sensations et des émotions. Donc vraiment, même quand vous êtes non pas dans des schémas de pensée limitants et néfastes et négatifs, mais quand vous êtes simplement dans des pensées, dans des réflexions, dans des raisonnements qui sont assez déconnectés du présent et déconnectés de la vie matérielle, c'est vraiment de prendre l'habitude de régulièrement revenir au corps pour occuper cet espace et ne pas être complètement perdu dans votre tête, même si ça n'est pas forcément à ce moment-là délétère pour vous, en termes simplement de conséquences des pensées, mais juste vous êtes vraiment à ce moment-là coupé de votre corps, donc revenez-y. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'apprendre à faire la différence entre l'intelligence et la sagesse, et de prendre conscience que votre intellect, votre raisonnement sont des outils qui sont certes utiles dans de nombreuses situations, mais qui, dans certaines situations complexes, notamment les situations relationnelles, ne sont pas les outils appropriés. Il y a d'autres outils que vous allez pouvoir apprendre à utiliser ou des compétences que vous allez pouvoir développer, comme l'empathie par exemple, mais il y en a plein d'autres. Et qui seront plus adaptés. Donc c'est vraiment de voir que on n'est pas en train de dire que la raison c'est quelque chose de mauvais, mais c'est un outil parmi d'autres, et c'est important de voir en fonction du contexte ce qui est le plus pertinent.
Et puis, pour terminer, je vous inviterai vraiment à apprendre aussi à communiquer avec l'autre, apprendre à ressentir vos émotions, on en a parlé hein, avec ce lien avec le corps, mais aussi apprendre à les exprimer, à les verbaliser de façon simple. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des tonnes, mais juste voilà, apprendre à... Parce que les autres ont vraiment du mal à, souvent, quand vous êtes sous l'emprise de ce personnage-là, à comprendre ce que vous ressentez et sont un peu démunis. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre simplement à donner des clés pour que l'autre se sente moins perdu face à vous et puisse plus facilement interagir avec vous sur un autre plan que le plan purement mental. Maintenant, les conseils pour les proches. Alors, premier conseil que je répète encore et encore, c'est d'abord, avant d'aider l'autre, veillez à vous-même vérifier que que vous n'êtes pas plutôt sous l'emprise d'un personnage. Et une fois que ça s'est fait, vous pouvez enfin aider l'autre. Alors, des petits conseils, encourager cette personne à partager son savoir, valoriser son savoir et poser lui des questions. Voilà, ça va peut-être détendre la personne par rapport à cette peur de manquer en donnant d'elle-même. Vous pouvez aussi favoriser d'autres aspects de la relation que l'aspect intellectuel. Par exemple, partager avec la personne des activités qui procurent du plaisir sensoriel et non pas intellectuel pour l'aider à occuper davantage, à intégrer davantage dans sa vie les autres plans que le plan mental pour trouver un meilleur équilibre. Vous pouvez aussi faire des choses qui vont vraiment l'aider à fonctionner. Par exemple, respecter son besoin de solitude, éviter les débordements affectifs, ça ne veut pas dire ne pas exprimer vos émotions, mais éviter que ça prenne trop de place pour ne pas que ça puisse être perçu comme de l'envahissement pour cette personne. Lui laisser du temps aussi, notamment quand elle doit prendre des décisions, quand elle doit intégrer des informations ou qu'il y a eu des choses un peu perturbantes qui ont été vécues, vraiment lui laisser du temps parce que ça peut être très long pour intégrer les choses, ça peut être très long pour se faire son avis aussi. Souvent, les personnes qui sont sous l'emprise de l'hyperrationnel ont vraiment besoin de passer par tout un processus intérieur de réflexion avant de pouvoir échanger sur un sujet avec les autres. Et enfin, quand vous avez des demandes à faire à cette personne, faites des demandes vraiment claires, sans aucune zone d'ombre, vraiment quitte à dire les choses de façon un peu bête et méchante, mais vraiment pour que la personne n'ait pas de prise sur laquelle s'accrocher et comment dire, nourrir des cogitations en fait. L'idée c'est vraiment que ça soit simple et limpide pour qu'elle ait plus de facilité à interagir avec vous. Voilà pour les petits conseils que je peux vous donner. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement ou dans les commentaires sous la vidéo. Je suis à votre disposition. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Et puis, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications relatives aux prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.